Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Antoine Kiffer, il est responsable du Rassemblement National de la circonscription de Dinan. Et il est venu de Dinan justement en évitant les bouchons jusqu'au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler politique, évidemment, c'est l'exercice du matin sur Bretagne 5. Tout d'abord, est-ce que vous avez regardé l'entretien télévisé du président de la République ? Non, alors je n'ai pas pu le regarder parce que nous sommes en un mouvement qui nous développons de manière, y compris en Bretagne, assez conséquemment. Et nous étions en réunion hier avec la circonscription de Lannion et les nombreux adhérents et militants et les très nouveaux adhérents et sympathisants du mouvement. Donc nous n'avons pas pu regarder. Voilà, donc vous ne pourrez pas le commenter. Néanmoins, vous avez peut-être entendu un petit peu au gré des informations à la radio, sur les chaînes de télévision, les quelques sujets qui ont été abordés par le président de la République. On a beaucoup parlé des réfugiés qui arrivent à Lampedusa. J'imagine que au niveau du Rassemblement National, ça vous interpelle. En tout cas, ces supputations qui sont faites pour soit les accueillir, soit ne pas les accueillir. Quelle est la position aujourd'hui du Rassemblement National ? Elle est toujours la même. Je dirais qu'elle est la même que le pape avec un supplément. Le pape a dit qu'il fallait évidemment les secourir. C'est effectivement ce qu'il faut faire. Il faut les secourir, il faut les reconduire à leur port de départ. Parce que sinon nous allons continuer cet appel d'air qui s'accentue de mois en mois et nous ne pouvons pas nous le permettre dans la situation actuelle avec le contexte économique que vivent les Français et puis le contexte culturel et sécuritaire également. Nous ne pouvons pas accueillir d'immigration supplémentaire et les Français, dans tous les sondages que l'on voit en ce moment, sont d'accord avec ça et rejettent une immigration supplémentaire à hauteur de 65 à 70%. Voilà, donc on ne peut plus le faire. Nous devons évidemment secourir ces personnes, les ramener à leur port de départ. Et pour les réels réfugiés politiques qui subissent cela, eh bien, ils doivent faire leur demande au niveau des ambassades et des consulats français dans leur pays d'origine. Alors on voit quand même de plus en plus de réfugiés arriver, 7 000 puis 11 000 sur l'île de Lampedusa. De plus en plus. On ne peut pas les renvoyer à la mer quand même, ces réfugiés. Alors l'Europe propose, l'Union européenne propose de les accueillir en disant finalement ça ne représente pas beaucoup, ça représente quelques centaines de réfugiés par pays. Est-ce que c'est acceptable finalement ? Alors ils prennent l'exemple sur une venue, mais il y en a tous les jours. Tous les jours, de tous les mois, de toute l'année, depuis plusieurs années. Donc au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Voilà. Il faut savoir qu'on accueille quand même quasiment 300 000 entrées légales par an, plus les entrées illégales. D'après certains rapports, on s'approche quasiment de 900 000 personnes par an. Au global, c'est quelque chose de gigantesque. Il faut que les gens le voient, le comprennent, et ils le voient et ils le comprennent, puisqu'ils sont défavorables, on le voit, à avoir une immigration supplémentaire. Est-ce qu'il faut, dans ce cas-là, aider les pays d'où proviennent ces personnes qui migrent vers l'Europe? Est-ce qu'il faut aider les pays on le voit, la France perd de son influence en Afrique avec une influence plus marquée de la Russie et de la Chine. Est-ce que tout ça, finalement, ne se gérera pas au niveau géopolitique? La France a une voix. Elle peut porter sa voix, elle l'a fait auparavant et elle peut toujours le faire. On peut prendre un seul exemple, vous voyez, transpartisan. Jean-Louis Borloo avait un plan d'électrification des pays en Afrique. Eh bien, c'est un partenariat qui peut être fait avec les pays africains pour les aider à se maintenir, à maintenir leur jeunesse sur le territoire et à développer leur économie. Mais on ne peut pas le faire si en même temps,
on démantèle notre filière nucléaire et puis qu'on copie le modèle allemand avec les éoliennes et les panneaux solaires en énergie intermittente. Ça, c'est absolument pas possible. Donc il y a une stratégie à mener au niveau national. Et la France doit reprendre la voie qu'elle avait auparavant. Et ça, on ne peut pas s'y attendre. Et voilà, on va certainement y arriver, mais on ne peut pas s'y attendre avec Emmanuel Macron et ses amis. Et c'est pour ça que pour les prochaines élections européennes, il va falloir voter pour la liste du Rassemblement national et pour ses propositions et sa vision d'une Europe des nations et des coopérations. Alors on va parler de l'Europe dans un instant, Antoine Kiefer. Je voulais vous entendre aussi sur ce qui se passe en France. Il y avait cette manifestation contre les violences policières qui a réuni dans pas mal de villes françaises des manifestants. Tout s'est globalement bien passé. Alors sauf à Paris, où on a vu cette voiture de police attaquée. Là aussi, quel est votre regard? Ça vous a choqué le fait que ce policier sorte et brandisse son arme pour disperser la foule? Moi, ce qui m'a choqué, c'est ces gens qui manifestent contre des hommes et des femmes, des mères de famille, des pères de famille qui se lèvent tous les matins avec la peur au ventre pour nous défendre, pour nous protéger, parce que c'est leur métier. Et voir des sauvages, des anarchistes et des casseurs réagir comme ça déjà contre l'État et contre ces personnes qui pour beaucoup n'ont plus de vie, n'ont plus de vie de famille, se dévouent pour ce métier qui est remarquable. Je pense que c'est ça qui moi me choque. C'est ça qui, moi, me choque, c'est de voir que Gérald Darmanin a toujours les mots forts, et puis par derrière, la main molle, très molle. C'est un petit ministre, je trouve, qui n'a pas sa place à ce poste. Et effectivement, moi, c'est ça qui m'a choqué. Il y a eu ce tweet de Sandrine Rousseau qui a dit que c'était inadmissible finalement. Alors sous-entendu que le policier sorte son arme. Vous avez compris ce geste? Vous avez dit? Vous avez compris ce geste du policier? Sandrine Rousseau? Oui, qui a... Je ne sais pas qui c'est. Voilà, alors on va le prendre comme ça. Donc voilà, non, ça... Non, Sandrine Rousseau, voilà, même pour parler d'écologie, elle est partout sauf à l'écologie. Non mais c'est vrai, hein, c'est une femme qui est sur une autre planète. Hein. Moi, je pense que les gens regardent Sandrine Rousseau aujourd'hui comme une personne assez comique dans le paysage politique. Hein. Bon, mais malheureusement, c'est assez triste. Voilà, on n'est pas là pour faire du spectacle. Mais Sandrine Rousseau est à côté de la plaque. Hein. Elle fait des tweets qui amusent la galerie, mais c'est effrayant politiquement. Les policiers et la population, comment finalement réconcilier les uns et les autres? On voit les problèmes dans les banlieues, problèmes de stupéfiants particulièrement. Là encore, il ne s'agit pas de stigmatiser les banlieues. Est-ce qu'il faut, par exemple, remettre les commissariats de quartier, essayer de rapprocher les policiers de la population? Il faut surtout des actes. Il faut des ordres et un soutien de la hiérarchie. Il faut que ces hommes et ces femmes puissent intervenir, puissent démanteler les trafics de drogue et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ils ont très peu de moyens, ils ont très peu de soutien, et puis ils ont très peu d'ordre en ce sens. Pour pouvoir faire... lien, pour pouvoir renouer quelque chose entre ces populations et le corps de défense de la police, la gendarmerie, il faut qu'il y ait des actes, parce que les populations qui vivent dans ces quartiers
n'en peuvent plus. N'en peuvent plus de subir les méfaits d'une petite partie de caïds, de trafiquants qui pourrissent la vie de ces quartiers. Et effectivement, de plus en plus, ces personnes se retournent vers notre programme aussi. Voilà, elles l'observent. Elle l'observe, elle trouve qu'effectivement, il faut de l'ordre, il faut le respect de nos institutions également. Et c'est comme ça qu'on va retrouver une confiance et refaire lien dans ces quartiers. Ce n'est pas en tâtonnant ou en reculant ou en se posant des questions ou en se disant qu'est-ce qu'on va penser de moi quand on est ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Non, non, il faut agir. Il faut agir et très vite parce que la situation s'envenime et ça devient de plus en plus catastrophique. On l'a vu à Marseille en particulier avec cette jeune femme victime d'une balle perdue il y a quelques semaines. Autre grand sujet aujourd'hui, je voudrais entendre la position du Rassemblement national là-dessus, c'est l'éducation. On l'a vu, le harcèlement à l'école, l'arrestation, 2 arrestations d'ailleurs de jeunes harceleurs. Est-ce que pour vous c'est un bon signe donné par le ministère de l'Éducation ou est-ce que peut mieux faire ? Peut mieux faire, c'est la conséquence d'une politique qui est menée. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation où il faut faire entrer la police dans un établissement qui normalement devrait être... C'est pas normal, c'est pas une situation normale. Une enceinte, disons, de neutralité. Un endroit paisible pour les enfants. Et ça n'est plus le cas. En fait, ils sont en train de réagir à la politique qu'ils mènent, et qui est une politique désastreuse. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas, comme sur beaucoup d'autres plans, ils n'agissent pas. Nous avions proposé, alors, dans certaines mairies, nous l'appliquons également sur un plan volontaire, mais de mettre en place à nouveau l'uniforme à l'école pour gommer les différences sociales entre les enfants, qui peut et qui est aussi une source de discrimination, et on le voit avec ces agressions entre élèves. Et puis il faut également redonner, on en reparlait juste avant, mais il faut redonner la confiance et l'autorité dans le domaine de l'éducation aux professeurs. Et il faut que leur hiérarchie les soutienne. On peut prendre l'exemple de Samuel Paty. Lorsqu'il alertait à de très nombreuses reprises, il a été lâché par ses collègues, il a été lâché par sa hiérarchie. Aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé. On sait comment ça a terminé. Donc en fait, il y a un problème qui est général au sein de l'éducation nationale. Et effectivement, ça n'est pas avec le précédent ministre de l'Éducation nationale, ni avec l'actuel, que cela va changer. Et pourtant, l'actuel ministre a pris quelques mesures. On l'a vu sur l'abaya déjà, on l'a vu aussi sur le harcèlement, où il a été plutôt volontariste. Pour vous, c'est pas encore assez? Heureusement qu'on était là. Heureusement qu'on était là pour alerter, pour mettre le sujet sur la table, sinon rien ne se serait passé. Rien du tout. Encore une fois, le Rassemblement national est là pour alerter, pour prévenir, et puis à l'Assemblée nationale, avec nos députés, pour proposer des solutions. Mais ce gouvernement, en réalité, n'agit et ne réagit que sur le qu'en dira-t-on, en fait. Ils n'agissent pas dans le bien, dans l'intérêt des Français, au-delà de leurs considérations personnelles. On va parler de l'inflation, parce que c'est le mot à la mode en ce moment, si j'ose dire. L'inflation avec, qui a été abordée d'ailleurs dans l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron hier soir. Alors, il y a beaucoup de demandes, un petit peu tous azimuts, que ça provienne de la gauche avec la NUPES, que ça provienne de la droite, que ça provienne aussi du Rassemblement national. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les Français vivent mieux? Parce qu'on voit aujourd'hui, les étudiants ont du mal à manger tous les jours. Les Français ont du mal à payer leur électricité, à se déplacer avec les prix du carburant. Alors, le président a demandé à ce que les carburants soient vendus à prix coûtant, puisque ça n'a pas marché, la vente à perte. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Baisser la TVA, indexer les prix sur l'inflation? Quelle serait la piste? Actuellement, ce qu'il faut que les Français comprennent, déjà, il y a 60% de taxes sur les carburants.
Donc déjà premièrement, quand le carburant augmente, les taxes augmentent. Donc les rentrées d'argent dans les caisses de l'État augmentent également. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est les propositions que nous avons, c'est baisser la TVA à 5,5 sur les produits de première nécessité, c'est-à-dire l'électricité, le gaz, les carburants, et appliquer pour l'alimentation un taux de TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité, hygiène alimentaire. Parce qu'on ne peut pas se permettre, quand on est président, quand on est ministre, on ne peut pas se permettre et être satisfait de l'augmentation du prix des carburants, par exemple, et en corrélation que l'État se gave de taxes. Quand c'est comme ça, on agit, on réagit. Il faut un effort national. Il faut un effort national. Donc c'est un surplus de gains. À chaque fois que ça augmente, c'est un surplus de gains dans les caisses de l'État. Donc il faut baisser la TVA. Pour l'électricité, le marché européen de l'électricité. Les Français qui payent leur électricité, qui est produite très peu cher, à très bas coût, grâce à notre parc nucléaire. Il faut le savoir, leur prix, juridiquement, est indexé sur le prix du gaz, qui est le produit le plus cher, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est basé sur le produit le plus cher, qui est le gaz, et donc ils payent leur électricité au prix fort. L'Espagne a refusé. D'autres pays ont refusé d'accepter et d'appliquer cette norme qui est absolument absurde. Et je pense que la France doit le faire. Il ne faut absolument pas attendre sur Emmanuel Macron pour le faire, il ne le fera pas à mon avis. La seule solution à nouveau, c'est les élections européennes du 9 juin prochain, 9 juin 2024, où il faut que nous arrivions en tête avec nos alliés européens pour pouvoir changer effectivement des absurdités pareilles. Parce que j'aimerais aussi faire comprendre, parce que nous sommes en Bretagne, les aides qui étaient mises en place sur le GNR pour les pêcheurs, gasoil non routier. Alors j'allais y venir justement, les pêcheurs. Il va sauter. Hervé Berville l'a avoué, l'a assumé. Eh bien, écoutez, l'Union européenne ne reconduit pas cette aide, alors c'est comme ça. Eh bien non, c'est pas comme ça. Nous estimons que quand la France parle, l'Union européenne doit écouter. Et pour la filière pêche, c'est un premier pas, mais à mon avis, ça va partir sur tous les autres domaines, parce que le GNR, il n'y a pas que les pêcheurs qui l'utilisent. Les agriculteurs, le domaine du TP. Des questions justement d'arrêter cette aide sur différentes professions. Encore une fois, c'est une question de courage, c'est une question de courage politique, et ces hommes n'en ont pas. Ces hommes n'en ont pas suffisamment. Et effectivement, on ne peut pas attendre sur eux, on ne peut rien espérer. C'est pour ça que je vais le répéter à nouveau. Mais la prochaine élection de mi-mandat, si on veut parler ainsi, où vous pourrez vous exprimer, eh bien, c'est le 9 juin 2024. Avant, vous ne pouvez pas. Après, vous ne pourrez pas jusqu'à 2027. Donc 9 juin 2024, il va falloir s'exprimer dans les urnes et voter pour effectivement des hommes politiques comme Jordan Bardella qui ont le courage d'appliquer les propositions qui sont les nôtres. Alors justement, l'Union européenne, renouvellement donc au sein de l'Union européenne avec ces élections du 9 juin prochain, j'imagine que le Rassemblement national est en ordre de bataille, si vous me permettez ce terme un petit peu militaire. Est-ce que justement il n'y a pas une dichotomie quelque part? On reproche souvent au Rassemblement national de ne pas être franchement pro-européen, mais à la fois de se présenter aux élections européennes. Allez, on essaie de comprendre. On essaie de comprendre, c'est assez simple. Nous ne sommes pas des pro-construction Union européenne telle qu'elle est actuellement, avec des commissaires et une présidente de commission qui décident à la place des personnes élues que le peuple français a choisi. C'est une question de vision de démocratie, en fait. On ne peut pas accepter que des personnes qui sont nommées sans être élues, décident à la place de chacun des pays de l'Union européenne.
Ça n'est pas possible, ça n'est pas notre vision. Pour vous, notre vision, Ursula von der Leyen n'a pas de légitimité. Non, elle n'a pas de légitimité, elle n'est pas élue. Elle n'est pas élue par le peuple. Alors, on peut toujours dire oui, mais les commissaires sont nommés par le président qui lui est élu, et ainsi de suite. Non, la démocratie est directe, et effectivement, Ursula von der Leyen n'a pas de légitimité. Effectivement, nous, notre vision de l'Europe, c'est une Europe démocratique, une Europe qui respecte les libertés de chaque peuple, et chaque peuple est libre de décider sa politique interne sans avoir de réprimande financière ou politique de la part de l'Union européenne. C'est une Europe, c'est une vision, c'est l'Europe des nations, l'Europe gaulliste, des coopérations entre nations, et ça n'est pas une Europe fédérale impérialiste qui décide à la place des peuples ce qui est bon pour eux. Alors on a vu Giorgia Meloni en Italie recevoir Ursula von der Leyen dans la crise, on l'évoquait en commençant de l'arrivée des réfugiés à Lampedusa. Giorgia Meloni qui a déclaré d'ailleurs après que ma foi elle avait fait ce qu'elle avait pu mais ne pouvait pas empêcher l'arrivée des migrants et qu'il allait falloir travailler avec l'Europe. Est-ce que c'est pas une forme un petit peu de désaveu là? Eh bien écoutez, moi j'avais une réserve sur l'élection quand il y avait eu l'élection avec la coalition, avec Giorgia Meloni. Une certaine réserve parce qu'effectivement, il y avait une partie de la coalition qui était plutôt pro-européenne. Bon, voilà. Les cartes sont sur la table. C'est une coalition qui ne fonctionne pas. Et les Italiens doivent s'en remettre à quelqu'un. À un mouvement qui est courageux. Un homme qui est courageux et qui a appliqué ses idées lorsqu'il était ministre. Il a même été poursuivi par la justice de son pays pour avoir restreint l'arrivée des migrants en Italie. C'est Matteo Salvini de la Lega. Voilà, je pense que c'est le seul mouvement qui puisse appliquer effectivement pour les Italiens cette politique d'indépendance, de souveraineté et de respect mutuel entre les nations européennes et de coopération. Donc ça a toujours été notre allié au niveau européen, ça l'est aujourd'hui, ça le sera demain. Donc effectivement, Giorgia Meloni s'est pliée à la politique européiste fédéraliste, malheureusement pour les Italiens. Donc aux Italiens de voter correctement la prochaine fois et de voter pour Matteo Salvini. Alors il nous reste 2 petites minutes, me fait signe mon réalisateur, 2 petites minutes pour évoquer aussi l'Espagne qui vient aujourd'hui de gagner son bras de fer contre l'Union européenne en conservant la gratuité de ses autoroutes alors que c'était pas gagné comme l'on dit. La France aurait pu faire pareil? La France aurait pu faire pareil, évidemment. Alors, pour la gratuité des autoroutes, c'est un autre sujet. En France, c'est un autre sujet. On a des problématiques qui sont quand même différentes. Mais sur le plan du bras de fer avec l'Union européenne, effectivement, et c'est ce que je disais avant, nous sommes un des premiers contributeurs nets de l'Union européenne. Nous avons une grande population, nous avons un grand peuple. Et nous avons une voix. Et effectivement, lorsque la France parle, l'Union européenne doit écouter. C'est ça, la réalité. Et l'Espagne n'a pas hésité à le faire, et effectivement, elle a gagné son bras de fer, mais on peut parler aussi d'autres pays qui font des bras de fer, comme la Hongrie, sur l'immigration. Qui est très décrié. Au sein de l'Europe. Ils le font, ils y arrivent. Et nous les saluons, et effectivement, ils protègent leur souveraineté et leur population pour les autoroutes ou pour l'immigration. Et c'est de cette Europe-là, avec des coopérations, avec le respect de chaque peuple et de chaque démocratie que nous souhaitons. Alors, un mot des sénatoriales. 3 députés pour le Rassemblement national qui félicitations à eux. Aujourd'hui au Sénat. Voilà. Vous y attendiez finalement On s'attendait à ce qu'il y ait des sénateurs effectivement qui entrent dans cette chambre, mais nous avons observé quelque chose d'assez général, une augmentation conséquente du nombre de grands électeurs
dans les urnes à notre égard, comme dans le Morbihan par exemple avec Florent de Kersauzon qui a obtenu quasiment une centaine de voix de la part de grands électeurs, ce qui est assez inédit, y compris en Bretagne. Donc c'est la pierre de l'édifice que nous construisons depuis de nombreuses années et effectivement eh bien nous allons continuer pour les européennes, les municipales, les départementales et nous allons progresser, convaincre en Bretagne une majorité d'élus et puis nous verrons plus tard. Jordan Bardella ou Marine Le Pen en 2027? Allez, ça c'est la question subsidiaire. Alors, personnellement, vous voyez, c'est très compliqué. Moi, c'est évidemment pour 2027, c'est Marine. Mais si vous me demandiez de choisir, c'est très compliqué entre choisir et son père et sa mère. Moi, Jordan, je le connais depuis de très nombreuses années. On travaillait ensemble quand on était responsable jeune. Marine, je la connais aussi, je l'admire. C'est pour elle que je suis venu au Rassemblement national. Et puis, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'affrontement interne. C'est-à-dire que, on le sait, ils ont une confiance qui est gigantesque entre eux. Voilà, Jordan sait ce qu'il doit à Marine, Marine sait ce qu'elle a apporté à Jordan, et puis il y a un esprit de camaraderie à l'intérieur du mouvement, de confiance entre chacun qui est présent, et je pense que c'est ça que les Français apprécient et reconnaissent. Voilà, nous n'avons pas besoin de nous tirer dans les pattes pour avancer, donc voilà, c'est ça. Antoine Kiefer, responsable du Rassemblement national de la circonscription de Dinan, était notre invité politique dans Bretagne 5 Matin. Merci d'avoir été avec nous en direct, je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée. Bretagne 5 Matin, Stéphane Hamon.